Je suis arrivé à l'hôpital avec 10 minutes d'avance, les épaules déjà lourdes à l'idée de passer une nuit de garde. Les couloirs sentaient le désinfectant froid, sec, presque piquant, l'odeur qui annonce que la journée s'est terminée mais que la nuit, elle, ne nous laissera pas tranquilles. Je me suis dirigé vers le poste de soins du service, les néons au-dessus de moi clignotant par intermittence, comme s'ils luttaient pour rester en vie. Il était 20 et 1 à 50. À 22 heures, la garde commencerait officiellement. Camille, l'infirmière en chef, était déjà là. Assise derrière le bureau, penchée sur un dossier ouvert, elle ressemblait à une silhouette sculptée dans la lumière orangée de la petite lampe de bureau. Ses cheveux attachés en un chignon strict, son regard concentré, son stylo frappant régulièrement contre le papier, tout en elle respirait contrôle et vigilance. Elle a levé les yeux dès que j'ai approché. En avance, a-t-elle dit d'un ton neutre. Je me suis approché, essayant de masquer la légère tension que je ressentais à chaque fois que je travaillais avec elle. Je préfère commencer calmement. Ai-je répondu. Elle m'a tendu 3 dossiers. Prioritaires, 207, 211, 215. Les autres sont stables. J'ai hoché la tête. Sa voix n'avait aucune chaleur, mais rien de méchant, juste une précision clinique. Camille n'était pas crainte parce qu'elle était dure, mais parce qu'elle voyait tout, savait tout, prévoyait tout. Une sorte de sentinelle permanente. La soirée a commencé sans surprise. Quelques vérifications, une consultation rapide, un patient anxieux à rassurer. Les murs vibraient légèrement sous le bruit des systèmes de ventilation, mais le service était calme comme rarement. Vers 23 heures, l'hôpital s'est plongé dans ce silence si particulier. Ce moment entre 2 battements, quand les visiteurs sont partis, les télévisions éteintes, les bruits de pas disparus, on aurait dit un bâtiment abandonné, sauf que nous savions tous les deux qu'un hôpital ne dort jamais vraiment. Je suis revenu au poste. Camille regardait par la fenêtre le parking plongé dans l'obscurité. « Tu t'habitues aux gardes de nuit ?» demanda-t-elle. « On peut dire ça, » ai-je répondu. Elle a eu un demi-sourire. « L'hôpital la nuit, ce n'est jamais ce qu'on croit. » Je n'ai pas cherché à comprendre davantage. Avec Camille, chaque phrase semblait avoir un sens caché, une couche supplémentaire que je n'avais pas encore les clés pour déchiffrer. Et puis tout a basculé. Un claquement sourd a résonné. Les néons au plafond ont vacillé, brillé une dernière fois, puis se sont éteints d'un coup sec. Le silence s'est épaissi, plus de lumière, plus de ventilation, plus de bips des moniteurs. L'hôpital entier s'est retrouvé plongé dans une obscurité totale. Génial, a soufflé Camille. Je l'entendais ouvrir des tiroirs dans le noir, puis soudain un faisceau de lumière est apparu. Elle avait enfilé une lampe frontale. Elle m'en tendit une autre. Médecin. Je l'ai fixé sur mon front, allumé, et un petit halo clair a dessiné les contours du poste de soins. Tous les voyants électriques étaient éteints. Le générateur, ai-je demandé. Il devrait se déclencher automatiquement. S'il ne l'a pas fait, c'est mauvais signe. Sa voix était calme, maîtrisée, mais je sentais une tension nouvelle dans son regard. Pas de panique, mais une vigilance aiguë. Elle a vérifié rapidement le tableau électrique. Mort, tous les circuits. On appelle la sécurité. Ils mettront 20 minutes à arriver. S'ils répondent. Elle s'est tournée vers moi, son faisceau éclairant à moitié son visage. On commence par vérifier les patients. Sans machine, on n'a plus d'alarme. On fait tout à l'ancienne. Nous avons avancé dans le couloir sombre, guidés seulement par nos 2 lampes. Les murs semblaient absorber la lumière, comme si l'obscurité avait une épaisseur. Chaque pas résonnait avec lenteur. La pénombre rendait les portes plus lourdes, les formes plus floues, presque oppressantes. Dans la 207, le patient dormait. Respiration rapide, mais régulière. Dans la 211, une femme nous a demandé ce qu'il se passait. Nous avons menti. Une panne, rien de grave. Dans la 215, les constantes semblaient stables aussi, même si le manque de machines m'obligeait à revenir aux gestes les plus simples. Écouter, toucher, observer. Lorsque nous sommes sortis de cette chambre, un bruit métallique a résonné à l'autre bout du couloir. Pas un bruit normal. Un choc, suivi d'un frottement. J'ai instinctivement levé ma lampe. C'était quoi? Ai-je chuchoté? Pas dans notre aile, répondit Camille. Elle a tourné sa lampe vers les doubles portes au fond du couloir. Elles étaient entr'ouvertes. Et derrière, l'obscurité semblait encore plus profonde, presque opaque. On devrait attendre. Et je proposai. Camille a secoué la tête. Non. On va voir. Elle a avancé, déterminée, comme si elle savait déjà où elle allait. Comme si ce bruit, cette panne, tout cela n'était pas une surprise pour elle. Tu es sûr que... Viens, a-t-elle coupé.
Nous avons approché des portes entr'ouvertes. Une plaque, accès réservé, pendait de travers. Camille a posé sa main sur la barre métallique. Elle s'est tournée vers moi. Son visage était à moitié éclairé, l'autre noyé dans l'ombre. Et dans ce regard, j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais remarqué, une intensité qui dépassait son rôle, comme si cette nuit n'avait jamais été une simple garde. Elle s'est penchée légèrement vers moi, comme si elle allait confier un secret qu'elle gardait depuis longtemps. Sa voix est tombée, basse, presque trop calme. « Tu crois vraiment que je suis venu surveiller ?» Le battement de mon cœur résonnait dans ma poitrine, alors que Camille poussait lentement la double porte entr'ouverte. Le métal grinça, un son sec qui sembla se répercuter jusqu'au fond de ce couloir interdit. Ma lampe frontale peinait à percer l'obscurité de l'autre aile, comme si la lumière était aussitôt avalée, étouffée. L'air y était plus froid, plus humide, presque stagnant. Rien à voir avec le reste de l'hôpital. Cette partie n'est plus utilisée, dis-je pour briser le silence trop dense. Officiellement, oui, répondit Camille sans s'arrêter. Officieusement, disons que certains préfèrent qu'on l'oublie. Elle avançait vite, d'un pas sec, comme si elle connaissait parfaitement ce dédale sombre. Pourtant, aucun plan d'hôpital récent n'indiquait cette aile. Je l'avais étudiée. Cette zone n'était plus répertoriée. Fermée depuis des années, soi-disant pour des raisons de sécurité. Mais l'hôpital avait ses secrets. Après quelques mètres, j'ai remarqué que les murs étaient différents, plus anciens, peintures qui s'effritaient, plaintes jaunies, comme si nous venions de franchir une frontière invisible entre le présent et un passé oublié. Les salles sur les côtés portaient encore des numéros effacés, et certaines portes avaient des fenêtres rondes, comme dans les blocs psychiatriques d'autrefois. « Tu peux m'expliquer ce qu'on fait ici ?» ai-je demandé, incapable de masquer mon inquiétude. Camille s'est arrêtée net. Elle s'est tournée vers moi, sa lampe frontale braquée légèrement vers le sol, créant des ombres sur son visage. « Tu veux vraiment le savoir ?» Son ton n'était pas menaçant, mais il portait une gravité que je n'avais jamais entendue chez elle. J'ai acquiescé. Elle inspira profondément, comme si elle se préparait à une opération délicate. Il y a 2 ans, un patient a disparu dans cette aile. Pas perdu, pas transféré, disparu. J'ai eu un frisson. Comment ça? Disparu. Parti sans laisser de traces. Sans badge, sans signature, sans caméra. Elle a levé les yeux vers moi. Et ce patient, c'était mon frère. Le choc m'a figé. Je ne savais même pas que Camille avait une famille. Elle donnait l'impression d'être mariée à son poste, comme si rien d'autre n'existait dans sa vie. J'ai ouvert la bouche pour lui poser une question, mais elle a levé la main. Pas maintenant. On n'a pas beaucoup de temps. Elle reprit sa marche, plus vite cette fois. La lumière de sa lampe balayait les murs et révélait des graffitis, des traces de mains, des marques étranges que je n'arrivais pas à identifier. Attends, ai-je soufflé. Qu'est-ce que ton frère ferait ici? Je crois qu'il n'est jamais vraiment parti. Elle s'est arrêtée devant une porte métallique sur laquelle était collée une vieille étiquette, salle 13, isolement. La poignée était tordue, comme si quelqu'un l'avait forcée. Camille se pencha, observa attentivement, approcha même sa main de la surface. Ça, ce n'était pas comme ça hier. Tu viens ici souvent? Ai-je demandé. Tous les soirs quand je suis de garde. Je ne savais pas quoi répondre. L'idée qu'elle explorait cette aile seule, dans l'obscurité, était presque irréaliste. Pourtant, rien dans sa posture ne laissait penser qu'elle exagérait. Elle poussa la porte. Une odeur de renfermé nous enveloppa immédiatement. La pièce était petite, un lit fixé au sol, des murs capitonnés qui se déchiraient par endroits, révélant une mousse jaunie. Sur le sol, des bandes de pansements, des papiers déchirés, et surtout, des empreintes. Beaucoup d'empreintes, des pieds nus, fraîches. Il est revenu? Murmurai-je. Ou il n'est jamais sorti d'ici, répondit Camille d'une voix basse. Elle s'accroupit, observa les traces avec une concentration presque clinique. Ça fait moins de 2 heures. Je l'ai regardé, stupéfait. Comment tu peux savoir ça? Je connais sa manière de marcher. Sa réponse m'a laissé sans voix. Soudain, un bruit sourd résonna plus loin dans le couloir. Un bang, comme quelque chose qui tombait ou qu'on renversait. Camille se redressa d'un coup. C'est lui, dit-elle. Je le sais. Elle se dirigea immédiatement vers la sortie de la pièce. Je l'ai suivie malgré la peur qui s'insinuait dans mes entrailles. Dans ce couloir abandonné, chaque pas résonnait un peu trop fort. Camille, si ton frère est ici, on peut demander de l'aide. Non, répliqua-t-elle si violemment que je sursautai. Elle reprit plus doucement. S'ils le retrouvent avant moi, ils l'enfermeront pour toujours. Ou pire. Pire? Elle hocha lentement la tête. La direction veut effacer toute trace de lui, et de ce qu'il sait.
Une phrase lourde de sens. Mais avant que je puisse la questionner, un nouveau bruit retentit. Cette fois, un grattement, comme si quelqu'un courait ses doigts le long des murs. Camille braqua sa lampe vers le fond du couloir. Le faisceau tomba sur une silhouette fuyante, une ombre longue, fine, qui se déplaçait d'un mouvement saccadé, trop rapide pour un patient ordinaire, trop silencieuse pour être un membre du personnel. « Il est là », dit-elle. Elle se mit à marcher plus vite. Je l'ai rattrapé. « Tu es sûr que c'est lui ?»« Je le sens. » Nous avons atteint une intersection. La silhouette avait disparu, mais des traces de pas étaient visibles dans la poussière qui recouvrait le sol. Elle semblait se diriger vers l'aile la plus reculée, là où aucune lumière d'urgence n'avait pris le relais. « Cette partie est condamnée, » dis-je. « Parfait, » répondit-elle. « Il n'y a que lui et moi qui savons qu'on peut passer. » Elle contourna un vieux chariot métallique renversé et s'agenouilla devant un panneau mural dévissé. Elle l'ouvrit d'un geste précis. Derrière se cachait un passage étroit, menant vers une autre salle, plongée dans une obscurité absolue. « Tu vois, » dit-elle, « c'est là qu'on a commencé à mentir. » Je ne comprenais plus rien. « Mentir à qui ?» Elle exprima un sourire triste. « À tout le monde. À moi, au personnel, aux familles des patients. Ici on enterre ce qui dérange. Mon frère dérangeait, parce qu'il savait ce qu'il faisait dans cette aile avant qu'on la ferme. » Un courant d'air froid s'échappa du passage, me faisant frissonner. Camille se tourna vers moi, ses yeux brillants dans la pénombre. « Si tu veux repartir, c'est maintenant. » J'ai hésité. Quelques secondes. Pas plus. Je viens avec toi. Elle a hoché la tête. « Alors dépêche-toi. On n'est plus seul ici. » Une phrase s'est échappée de ses lèvres, presque un murmure. Et lui, il ne veut peu être pas qu'on le retrouve. Camille passa la tête la première dans l'ouverture du panneau mural, sa lampe frontale projetant un faisceau étroit dans le passage sombre. Je la suivis, les épaules serrées, le cœur accélérant à chaque pas. Le couloir derrière ce panneau semblait appartenir à un autre monde, plus bas de plafond, plus étroit, tapissé de tuyaux qui serpentaient comme des veines métalliques. L'air y était plus froid, presque glacé, et une odeur de poussière ancienne y stagnait. Ce passage, il a été construit quand ? Murmurai-je. Dans les années 80. À l'époque où l'aile psychiatrique fonctionnait encore. Elle avançait avec une assurance qui me surprenait. On aurait dit qu'elle connaissait chaque fissure, chaque détour. Je me demandais depuis combien de temps elle explorait ces lieux interdits. Son chignon strict, sa blouse impeccable, tout cela contrastait avec l'endroit souterrain où elle marchait d'un pas précis, comme si elle y appartenait. Nos lampes éclairaient des traces sur les murs, des griffures, des marques longues, irrégulières, comme si quelqu'un avait passé des jours entiers à frotter contre la surface. J'avais du mal à imaginer un patient produisant de telles marques. Ton frère, il aurait pu se cacher ici tout ce temps ? Ce n'est pas de la cachette, répondit Camille. C'est de la survie. La phrase me traversa comme une lame. Nous continuâmes à avancer. Le corridor débouchait sur un vaste couloir abandonné, bien différent de l'aile principale. Ici, les murs étaient recouverts de carrelage beige terni, les portes métalliques alignées comme les cellules d'un ancien service d'isolement. Certaines numérotations étaient encore visibles. Psy 01, Psy 02, isolement 3. Un souffle d'air passa brusquement derrière nous. Je me retournai, lampe levée, rien, juste le noir compact. Camille, elle, ne sembla même pas réagir. « Tu es sûr que personne d'autre ne peut être ici ? Personne n'est censé être ici, dit-elle. Et c'est bien le problème. » Elle approcha d'une porte entr'ouverte. Une lumière rouge clignotait faiblement à l'intérieur, comme un ancien signal d'alarme ayant survécu à la panne générale. Elle poussa la porte du bout des doigts. La salle était minuscule. Un lit fixé au sol, des sangles effilées, un miroir brisé qui renvoyait nos silhouettes déformées. « Regarde !» Elle se pencha près du lit. Au sol, une blouse blanche était étalée, pas une blouse récente. Une blouse ancienne, étiquetée Service psychiatrique Hôpital Saint-Robert, et sur le tissu, des taches brunâtres séchées. « C'est du sang ?» murmurai-je. « Oui, et ce n'est pas vieux. » Elle ramassa la blouse, l'examina, puis la plia soigneusement comme si elle manipulait un morceau précieux de vérité. « Il a dû passer par ici. Je sentais ma gorge se serrer. Camille, si ton frère est blessé, on doit le retrouver maintenant. » Je sais. Elle sortit de la salle. Je la suivis dans le couloir sombre. À quelques mètres de là, quelque chose attira notre attention, une traînée au sol, comme si quelque chose ou quelqu'un avait été tiré ou avait glissé. Le silence de l'aile interdite amplifiait tout.
Le moindre froissement de nos vêtements résonnait comme un écho. Même notre respiration semblait trop forte. « Écoute », dit soudain Camille. Nous nous immobilisâmes. Un bruit lointain, un claquement métallique, puis des pas, rapides, irréguliers. « Il est là », murmura-t-elle. Je le reconnais. Elle s'avança, mais je la retins par le bras. « Attends, si c'est lui, il peut être en crise. Thomas, si j'attends, quelqu'un d'autre le trouvera avant moi. » Elle se dégagea et s'engagea dans un autre couloir, plus sombre encore. Je n'eus d'autre choix que de la suivre. Les bruits devenaient plus nets. Des pas, puis un souffle, comme un halètement animal. Nous tournâmes à gauche, puis à droite. Devant nous, une porte métallique vibrait légèrement. Quelque chose ou quelqu'un se trouvait derrière. Camille posa la main sur la poignée, mais ne l'ouvrit pas. Avant que je fasse ça, tu dois savoir, sa respiration était saccadée. Mon frère n'était pas dangereux au départ. Il était fragile, vulnérable. Mais ce qu'ils lui ont fait ici, ce qu'ils ont expérimenté sur lui, elle inspira profondément. Ils ont brisé quelque chose en lui, quelque chose qui ne s'est jamais réparé. Je la regardais, stupéfait. Expérimenté, des traitements interdits, des méthodes d'isolement prolongées, tout ça pour études cliniques. Quand j'ai dénoncé, ils ont dit que je délirais. Son regard brûlait, et le lendemain, mon frère avait disparu. Avant que je puisse répondre, un choc violent secoua la porte. Camille plaqua sa main dessus, comme pour empêcher quelqu'un de sortir. J'entendis un souffle fort, irrégulier, juste de l'autre côté. « C'est lui », dit-elle d'une voix tremblante. Je reconnais sa façon de respirer. Elle attrapa une clé accrochée à son trousseau et la glissa dans la serrure. Je reculai d'un pas, prêt à la retenir si quelque chose allait mal. Camille réfléchit. On ne sait pas dans quel état il est. C'est mon frère. Je dois le voir. Elle tourna la clé. La porte s'ouvrit dans un grincement long, douloureux. L'obscurité se déversa sur nous comme une vague. « Paul » appela Camille. Pas de réponse. Nous avançâmes prudemment, lampe levée. La pièce était vide, complètement vide. Un lit contre le mur, des draps arrachés, des sangles coupées, et, au centre, un message écrit sur le mur, tracé avec un doigt tremblant, dans une substance brunâtre. Arrêtez de chercher. Je sentis un frisson violent me parcourir. Camille, elle, blêmit. Il sait qu'on est là. Elle se tourna violemment vers le couloir. Paul, cria-t-elle. Son cri résonna si fort que je crus un instant que les murs allaient vibrer. Et c'est alors que, très loin, dans la pénombre, une ombre longue glissa sur le mur, disparaissant derrière un angle. « Il nous surveille », dit Camille. Depuis le début, elle avança vers l'ombre, déterminée, presque en transe. Comme il, tense. Mais elle ne m'écoutait plus. Pour la première fois, je compris. Cette nuit n'était pas une garde normale, ni un accident, ni une simple panne de courant. Nous venions d'entrer dans un territoire où plus rien n'obéissait aux règles de l'hôpital. Un territoire où Camille n'était pas venue travailler, mais affronter un fantôme vivant. Nous avancions dans l'aile interdite avec la sensation étrange que les murs nous observaient. L'ombre que nous avions aperçue un peu plus tôt continuait de me hanter. Elle s'était déplacée trop vite, trop silencieusement pour être celle d'un homme en pleine crise. Camille marchait devant moi, sa lampe oscillant, découpant des formes sur les murs fissurés. Elle semblait guidée par une certitude invisible, comme si chaque pas la rapprochait d'une vérité qu'elle était venue récupérer depuis longtemps. Au bout du couloir, une porte entr'ouverte laissait échapper un filet de lumière, une lumière faible mais réelle. Camille s'arrêta net. « Ce générateur, » murmura-t-elle, « il ne devrait pas fonctionner. » Je m'approchai et vis une lueur verdâtre clignotant derrière la vitre poussiéreuse de la porte. Un vieux moniteur cathodique. Camille inspira profondément et poussa la porte. La salle derrière ressemblait à un bureau oublié. Des étagères pleines de dossiers médicaux, recouverts de poussière, des chaises retournées. Au fond, un ordinateur ancien ronronnait faiblement, alimenté par un générateur d'appoint indépendant. Sa lumière vacillante donnait à la pièce un air de sanctuaire clandestin. Camille s'avança immédiatement vers l'écran. « On est dans l'ancien local des archives psychiatriques, » dit-elle. Ça devait être scellé. Je restai près de la porte, lampe levée, scrutant les couloirs derrière nous. Quelque chose, au fond de mon instinct, me poussait à surveiller. « Qu'est-ce que tu cherches exactement ?» demandai-je. Elle ne répondit pas. Ses doigts volaient déjà sur le clavier poussiéreux, comme si elle connaissait parfaitement les systèmes archaïques. La machine affichait des fenêtres aux couleurs délavées, des fichiers aux noms cryptés. «
327, ISO 12, Projet Mère. C'est ici qu'ils ont gardé les dossiers de mon frère jusqu'à ce qu'il les efface, dit-elle enfin d'une voix basse. Effacés officiellement, du moins. Mais certaines choses ne disparaissent jamais vraiment. Elle ouvrit un dossier intitulé PA4. L'écran afficha une photo. Un jeune homme, la trentaine, regard sombre, cheveux en bataille. Il avait une ressemblance troublante avec Camille. Même regard, même mâchoire, mais quelque chose de brisé dans les yeux. « C'est Paul », murmura-t-elle avant. Elle ne termina pas sa phrase. Ses doigts firent défiler les documents. Les rapports se succédaient. Crise dissociative, isolement prolongé, test sensoriel, privation contrôlée. Des mots froids, cliniques, des mots qui ne devraient jamais être associés à un être vivant. C'est illégal, soufflai-je. Ils appelaient ça des protocoles expérimentaux. On appelle ça de la torture. Sa voix tremblait légèrement. Elle ouvrit un dossier audio. Un enregistrement se lança, parasité par des grésillements. Le patient PA4 refuse la séance. Notons une résistance accrue. Prévoir contention renforcée. La sœur du patient insiste pour un second avis. Recommandation. L'écartère du dossier. Risque de nuisance. Camille serra les poings. Voilà. C'est là qu'ils ont décidé que je devais être neutralisé. Neutralisé, répétai-je, sidéré. Ils ont modifié mon dossier interne. Ils ont noté que j'étais émotionnellement instable, inapte à travailler dans le service psychiatrique. Ils m'ont muté de force aux urgences. Elle leva les yeux vers moi. Tout ça parce que j'ai demandé qu'on arrête leur méthode. Avant que je puisse répondre, un bruit sec retentit derrière nous. Un pas, puis un deuxième. Quelque chose ou quelqu'un se tenait juste devant la porte. Je me retournai, lampe levée. Rien, mais le couloir semblait plus sombre qu'avant. Comme si une ombre invisible s'était retirée juste au moment où je levais les yeux. « Il nous regarde », dit Camille. Elle ne semblait ni surprise, ni effrayée. Plutôt, certaine. « Il veut qu'on trouve quelque chose », ajouta-t-elle. Paul n'a jamais laissé de traces par hasard. Elle se dirigea vers une armoire métallique rouillée. Quelque chose brillait sous la porte entr'ouverte. Une feuille blanche. Elle l'ouvrit. La pièce entière sembla retenir son souffle. À l'intérieur, un dossier épais, relié par une bande rouge scellée depuis longtemps, avec un nom écrit en lettres capitales. Paul Aubert, dossier classifié. Camille posa la main dessus. Ses doigts tremblaient légèrement. C'est le dossier original, celui qu'ils ont supprimé du système. Elle l'ouvrit. Des photos étaient glissées à l'intérieur, Paul attaché sur un lit d'isolement. Des électrodes sur son crâne, des notes griffonnées. Réaction trop intense. À recommencer. Un rapport signé par 3 médecins, dont un encore en poste aujourd'hui. Je feuilletai avec elle. Chaque page était plus atroce que la précédente. « Ils ont continué » demandai-je, la voix sèche. Jusqu'au jour où il a disparu. Une page attira mon attention. Une mention en bas, à moitié effacée. Transfert prévu vers LC, sous-sol. Expérimentation finale. Jacentis, un frisson. Camille, l'LC n'existe plus. Officiellement, elle referma brusquement le dossier, l'étreignant contre elle. Un bruit soudain résonna dans la salle, comme un objet qu'on fait tomber juste derrière l'ordinateur. Je tournai immédiatement la lampe dans cette direction. Rien, mais au sol, une nouvelle trace de pas. Petite, légère, pieds nus, fraîche. Camille s'accroupit immédiatement. « C'est lui », dit-elle d'une voix brisée. « Il est venu ici. Il nous a laissés entrer. » Elle se releva. « Thomas, il ne veut pas nous faire du mal. Il veut qu'on sache ce qu'ils lui ont fait. » Je m'approchai de la porte pour vérifier le couloir. Quelque chose attira mon regard sur le mur. Une inscription, tracée au doigt dans la poussière. 3 mots seulement. Ne croyez personne. Je me figeai. Camille, regardez. Elle lut, puis inspira profondément. Il nous protège. Comme il peut. Elle me regarda droit dans les yeux. On n'a plus le choix. On doit aller jusqu'au bout. Jusqu'où? Demandai-je. Jusque là où ils l'ont emmené la dernière fois. Là où la direction refuse d'envoyer qui que ce soit. Là où ce dossier dit qu'ils l'ont transféré. Elle montre à la mansion. I'll see. Sous-sol. Le problème, c'est qu'il n'existe plus d'accès officiel. Alors comment on y va? Elle souleva une petite trousse métallique cachée derrière l'ordinateur. À l'intérieur, une vieille clé en bronze, corrodée, étiquetée Chero, par l'accès qu'ils n'ont jamais réussi à condamner. Celui que mon frère connaissait, celui qu'il a dû rouvrir ce soir. Elle se dirigeait vers la sortie. Thomas. Oui. À partir d'ici,
Tout ce que tu as vu dans ton métier ne te préparera pas à ce qu'on va trouver. Elle alluma sa lampe. Son visage était tendu mais déterminé. Viens, l'LC nous attend. Et pour la première fois depuis le début de cette nuit, je compris que nous n'étions plus simplement à la recherche d'un homme. Nous étions en train de réveiller un secret que l'hôpital avait voulu enterrer vivant. Le silence dans le couloir semblait vivant. Il pesait, il vibrait, il observait. Camille avançait devant moi, tenant la clé en bronze serrée dans sa main comme si elle portait la dernière vérité de l'hôpital. Nos lampes balayaient les murs fissurés, éclairant par moments des panneaux anciens, des inscriptions effacées, des flèches pointant vers des zones qui n'existaient plus sur les plans actuels. Nous étions revenus près de l'intersection où l'ombre avait disparu. L'air semblait plus froid, presque humide. Une odeur métallique flottait, un parfum à peine perceptible d'électricité brûlée ou de sang séché. Camille ralentit sa marche, scrutant le sol. « Les traces de pas vont par ici, dit-elle. Ils nous guident. » J'observais aussi. Effectivement, des empreintes de pieds nus, légèrement brouillées, se dirigeaient vers un escalier de service, sa rampe poussiéreuse tordue par le temps. Une pancarte pendait. « Accès interdit. Niveau technique. » Camille posa sa main sur la barre. « C'est le seul chemin. » Nous descendîmes prudemment les marches étroites. Plus nous descendions, plus l'air devenait lourd. Une vibration sourde semblait naître dans les murs, comme un bourdonnement lointain. Peut être le vieux générateur du sous-sol. Peut être autre chose. Au bas de l'escalier, un vaste couloir s'ouvrait, presque totalement plongé dans le noir. Une seule lampe d'urgence rouge clignotait, donnant au lieu des reflets de sang coagulés. Camille s'arrêta devant une lourde porte métallique. Un cadenas ancien pendait, brisé. « Il est passé », murmura-t-elle. Elle glissa la clé en bronze dans une serrure dissimulée sous une plaque coulissante. Un clic sec retentit. La porte s'entrebâilla dans un grincement atroce. L'air qui nous frappa était glacial. Une pièce immense s'étendait devant nous, comme un ancien laboratoire ou une salle d'expérimentation abandonnée. Des tables métalliques renversées, des crochets suspendus au plafond, des machines archaïques couvertes de toiles d'araignée. Et sur les murs, des dossiers éparpillés, des notes griffées, des photos collées à la hâte. « Mon Dieu !» soufflai-je. Camille ne répondit pas. Elle s'avança, lampe haute, scrutant la pièce. Puis elle s'arrêta net. « Thomas, regarde là-bas. » Je suivis la direction de sa lumière. Au centre de la pièce, un lit d'isolement, sangle rompue, matelas lacéré, et sur le mur, des inscriptions, des dizaines, certaines répétées, comme une obsession. « Je ne dormirai plus. Faites, les arrêter. » La lumière mangèrent à mes yeux, et au centre, plus grand que les autres, Camille. Je sentis un frisson glacé courir dans mon dos. Il écrivait ton nom. Il essayait de me dire qu'il était encore là, murmura-t-elle, qu'il m'attendait. Un bruit sourd derrière nous fit sursauter. Quelque chose venait de tomber. Je pivotai, lampe levée. Une boîte en métal venait de rouler au sol, seule, comme poussée par une main invisible. « Paul » appela Camille d'une voix tremblante. Un souffle répondit. Un souffle long, irrégulier, non humain, comme un râle. « Il est là », dis-je. Une silhouette se détacha enfin du fond de la pièce. Longue, maigre, courbée. Elle se déplaçait d'un pas hésitant, presque animal, les épaules voûtées, la tête inclinée, les cheveux emmêlés. « Paul », murmura Camille. Et alors, il leva la tête. Son visage apparut dans le faisceau de nos lampes. Ce n'était pas celui de la photo du dossier. Ce n'était plus un homme en souffrance. C'était un être brisé, abîmé par des années de traitements inhumains. Ses yeux, surtout, semblaient perdus entre deux mondes, le réel et le délire. Il avança d'un pas. Camille fit un mouvement. Il recula, hissant les bras comme pour se protéger. « Paul, c'est moi. C'est Camille. » Il secoua la tête, murmurant quelque chose d'inaudible. Je m'avançai d'un pas, paume ouverte. « On ne te veut pas de mal. » Mais il se mit à trembler. Ses mains se crispèrent. Il recula encore, puis soudain, se mit à courir dans la pièce. Pas vers nous, vers un coin sombre. Camille s'élança après lui. « Paul !» Et la suivis. La silhouette de Paul s'écrasa contre un meuble métallique. Il se débattait, comme piégé entre son passé et son présent. Camille posa doucement sa main sur son bras, et il s'immobilisa. Ses yeux se posèrent sur elle. Et alors, je vis un éclair de lucidité dans son regard. « Camille !» articula-t-il dans un souffle cassé. Elle éclata en sanglots silencieux, posant son front contre le sien. Mais cet instant fragile fut brisé par un bruit de grésillement soudain dans la pièce. Un interphone ancien cracha une voix métallique,
LC détecté. Équipe d'intervention en route. Camille blêmit. Ils savent qu'on est ici. Je me tournai vers la porte. Ils vont comprendre que quelqu'un a pénétré la zone scellée. Paul commença à trembler violemment. Il se recroquevilla au sol, les mains sur ses oreilles. Non, non, non. Ils l'ont conditionné, dit Camille. Les voix, les alarmes, c'est ce qu'ils utilisaient pour le briser. L'interphone grésilla encore. Capture du patient prioritaire. Neutralisation autorisée. Neutralisation. Simot Miglas. Camille, on doit partir. Maintenant, je ne laisserai pas Paul ici. Elle se pencha vers son frère, essayant de le calmer. Paul pleurait, paniqué, répétant des phrases incohérentes. Les murs parlent. La lumière va revenir. Elle brûle, elle brûle. Des pas résonnèrent soudain au bout du couloir. Des bruits lourds. Coordonnés. Des voix d'hommes. Équipe 2 en position. Sécurisaient l'entrée. Ils étaient déjà là. Je tirai Camille par le bras. Si on reste, ils vont l'emmener. Ou pire, elle sera Paul contre elle. Paul, regarde-moi. Juste moi. Paul leva les yeux. Pour la première fois, il sembla présent. On va partir, d'accord? C'est Camille. Je suis là. Il hocha la tête, tremblant. Des silhouettes armées apparurent dans le couloir. Leurs lampes aveuglantes balayèrent la salle. « Hé !» cria l'un d'eux. « Restez où vous êtes. » Camille se redressa, faisant écran devant Paul. « Non, dit-elle. Vous ne l'emmènerez pas encore. »« C'est fini, Madame Aubert, » répondit un homme en armure noire. « Rendez-vous. » Je me plaçai à côté d'elle. « Vous n'avez pas le droit. Nous avons ordre direct de la direction. Patient dangereux. Neutralisation autorisée. Je sentis comme il frissonner. Puis, Paul s'élèva, lentement. Il posa une main sur l'épaule de sa sœur. Et murmura. Je veux partir avec toi. La décision fut immédiate. Comme il le montra la main. Thomas. Par la sortie arrière. Vite. Nous nous mîmes à courir alors que les agents s'élançaient derrière nous. Et pour la première fois depuis le début de cette nuit, je compris. Ce n'était plus une enquête. Ce n'était plus une garde. C'était une évasion. Nous courions à travers le sous-sol comme des fugitifs, nos lampes secouées par nos pas, projetant des ombres folles sur les murs décrépits. Derrière nous, les voix des agents résonnaient, impitoyables, méthodiques, se rapprochant à chaque seconde. Camille tenait le bras de son frère, le soutenant lorsque ses jambes fléchissaient. Paul respirait par à-coups, comme un animal poursuivi trop longtemps. Nous n'avions que quelques secondes d'avance, peu, être moins. « Par là !» cria Camille. Elle pointa un couloir latéral que je n'avais même pas remarqué. Un passage étroit, encastré entre deux armoires métalliques renversées. Nous nous y engouffrâmes. Derrière nous, l'un des agents hurla. Ils filent vers la zone 0. Interceptez-les. La voix résonna dans tout le sous-sol. Paul trembla, serrant le bras de sa sœur comme un enfant. Camille posa une main sur sa joue, le forçant à la regarder. « Paul, écoute-moi. Tu es avec moi maintenant. Tu entends ? Personne ne va te faire de mal. » Ces mots eurent un effet étrange. Paul ralentit sa respiration. Ses yeux cessèrent de errer dans la salle. Il parut retrouver une part de lui-même. Nous pénétrâmes dans une petite salle technique, et Camille referma la porte derrière nous. La pièce était minuscule. Une chaise, des câbles abandonnés, une armoire électrique poussiéreuse. Pas de fenêtre, pas de sortie visible. « On est coincé, dis-je, haletant. « Non, pas encore. » Elle fouilla dans son trousseau de clés. Il y avait un petit crochet métallique à l'extrémité, un outil étrange qu'elle introduit dans une fente presque invisible derrière l'armoire. Un déclic. L'armoire s'écarta très légèrement du mur, juste assez pour laisser entrevoir un espace noir. Un passage, celui que mon frère empruntait, celui qu'ils n'ont jamais trouvé. Elle glissa sa lampe à l'intérieur, un boyau étroit descendant vers les profondeurs du bâtiment. « Vas-y, Thomas. Je te suis avec Paul. » Je n'hésitais pas. Le bruit des agents était trop proche. Je rampais dans le passage. L'air y était glacé, saturé de poussière. Derrière moi, Camille aida Paul à entrer, puis referma l'armoire avec la même discrétion. Le bruit des agents devint étouffé. Nous progressâmes dans le tunnel pendant plusieurs minutes. Le passage sentait l'humidité, les murs suintaient, et le sol était jonché de débris. Paul avançait en silence, comme s'il avait déjà parcouru ces lieux des centaines de fois. Au bout du tunnel, une échelle métallique remontait vers un couloir supérieur. Camille passa devant, tirant Paul avec elle. J'émergeai en dernier. Le couloir où nous débouchâmes était différent, plus récent, propre, éclairé par les lumières d'urgence.
signe que nous étions revenus dans une partie active de l'hôpital, mais déserte, pas un bruit, pas une voix, comme si tout le bâtiment retenait son souffle. Camille inspira profondément. On est proche de la sortie de service. Il reste une porte à franchir. Nous avancions lentement, Paul entre nous deux. Il avait cessé de trembler. Ses yeux suivaient chaque mouvement, chaque bruit. On sentait en lui une lucidité fragile, prête à éclater au moindre choc. Au bout du couloir, une porte grise, sortie technique, réservée au personnel autorisé. Camille glissa l'une de ses clés. La serrure céda. La porte s'ouvrit, et l'air frais de l'aube s'engouffra dans le couloir. Je n'oublierai jamais le visage de Paul à ce moment-là. Ses yeux se levèrent vers la lumière naissante, et une expression presque enfantine traversa ses traits abîmés. Une lueur minuscule mais réelle, la sensation de redevenir libre. Nous sortîmes derrière le bâtiment, dans un petit parking désert. Le ciel pâlissait à l'horizon. Les premières lueurs du matin effleuraient les murs gris de l'hôpital. Derrière nous, personne ne semblait encore avoir remarqué notre fuite. « On doit partir maintenant, dis-je. » Avant qu'il bloque les issues, Camille acquiesça. « J'ai ma voiture au parking du personnel. Paul, tu peux marcher ?» Il hocha la tête. Sa main serrait toujours la sienne, mais il avançait. Nous traversâmes le parking. À cet instant, tout semblait possible. La liberté, la fuite, l'idée folle que nous avions réussi. La lumière du matin donnait presque l'impression que la nuit n'avait été qu'un cauchemar. C'est alors qu'une voix résonna derrière nous. « Camille !» Nous nous retournâmes d'un même mouvement. Un homme en costume noir se tenait à l'extrémité du parking. Un visage lisse, froid, impeccable. Je l'avais déjà vu. Un administrateur de l'hôpital. Toujours silencieux. Toujours présent lors des réunions importantes. Il avança lentement. « Tu devais t'abstenir, Camille, » dit-il calmement. « On t'avait prévenu. » Elle se place devant son frère, comme un bouclier vivant. « Je ne laisserai plus personne lui faire du mal. »« Tu n'as pas compris, » répondit l'homme. « Paul n'est pas récupérable. Il n'est plus contrôlable. Et ce que vous avez fait ce soir met tout le monde en danger. » Je fis un pas en avant. « Ce qui le met en danger, c'est ce que vous lui avez fait. » L'homme posa sur moi un regard glacial. « Vous n'avez rien vu, rien compris, et vous n'irez nulle part. » Il leva la main. Derrière lui, 2 silhouettes surgirent. Des agents, armés. Camille serra les dents. « Thomas. » Avec Paul. Maintenant, avant même que je puisse réagir, elle s'élança vers l'homme en costume, le prenant de vitesse. Un choc sourd résonna lorsqu'elle le projeta contre un véhicule. Les agents avancèrent, mais elle hurla. « Cours !» Je tirai Paul par le bras. Nous traversâmes le parking, le cœur prêt à exploser. Derrière nous, les cris, les ordres, le bruit de la lutte. Arrivé à sa voiture, je poussai Paul à l'intérieur. « Camille !» criai-je. « Vite !» Elle apparut en courant, essoufflée, un filet de sang au coin des lèvres. Elle monta côté conducteur, démarra en trombe. La voiture bondit hors du parking. Les agents coururent derrière nous, mais il était trop tard. L'aube se levait, et nous filions déjà vers la route principale. Personne ne parla pendant de longues minutes. Puis Camille murmura. « Paul, tu es en sécurité maintenant. » Il posa sa tête contre l'épaule de sa sœur. « Reste avec moi, » dit-il d'une voix presque normale. Camille pleura silencieusement. Je restai à l'arrière, observant l'hôpital qui disparaissait derrière nous. Une pensée s'imposa alors. Cette nuit n'avait pas seulement libéré un homme. Elle avait révélé un monstre qui gouvernait encore l'hôpital. Un monstre qui, tôt ou tard, viendrait nous chercher. Camille conduisait sans quitter la route des yeux. « Thomas, » dit-elle enfin. « Oui ?» Elle me tendit une enveloppe. C'est le dossier original de Paul. Tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils cachent. Si quelque chose nous arrive, tu devras le montrer au monde. Je la regardai. Et toi, moi, je vais protéger mon frère. La voiture continua de rouler vers le lever du soleil. Et derrière nous, l'hôpital restait dans l'ombre, avec ses secrets encore vivants.